va continuer un peu sur le même sujet de savoir ce qui marche dans la Smart City, mais on va le faire sous l'angle du sport et de la santé. Donc avec nous avons Dominique Crochu, la première femme qui s'est occupée du digital pour la Fédération française de football. On va en discuter un peu plus tout à l'heure. On a Richard Miron qui est l'adjoint au sport de la ville de Marseille et Pierre Brun d'Harmonie Mutuelle. On va commencer peut-être par l'élu, mais bien sûr. Smart City, sport, santé. Marseille qui se positionne avec Paris notamment sur les JO. Marseille, ville sportive, on va pas reparler notamment des cercles des nageurs, par exemple, qui sont une des associations sportives bien connues ici. Comment est-ce que vous vous imprégnez du numérique dans le sport et la santé? Il y a notamment aussi des choses qui sont développées avec l'université, comme le technosport. Ça fait je sais, j'ai toujours plusieurs questions en un, c'est mon truc. D'abord, bonjour à chacun. Merci de l'intérêt que vous portez au sport et à la santé. C'est le premier point. Le deuxième point, Marseille, ville sportive, oui, à travers effectivement notre candidature aux côtés de Paris pour les Jeux Olympiques, mais au travers de l'Euro 2016, au travers l'année prochaine de Marseille-Provence, capitale européenne du sport, où il y a un certain nombre de projets qui sont en lien avec le numérique. Et aussi, eh bien, au quotidien, on a des liens à travers le numérique pour le mouvement sportif. Alors, comment les choses se traduisent? Tout simplement, lorsque les demandes de subventions sont déposées, c'est à travers un portail. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, on a, alors j'essaie de vous donner plusieurs exemples différents, à travers la capitale européenne du sport, un des projets, c'est, vous avez la chance d'avoir tout autour de chez nous des sites un peu emblématiques pour courir. Le site le plus emblématique part de la Joliette avec la tour CMA-CGM et termine vers les Goudes, donc c'est tout le long du bord de mer là. Donc on a le projet à travers une boucle un peu plus large qui irait aussi à l'intérieur des territoires, et bien d'installer des bornes. C'est un projet qui a été labellisé dans le cadre de la capitale européenne du sport, d'installer des bornes, ces bornes connectées à chaque montre aujourd'hui, ou à chaque téléphone, pour justement bien, que chacun puisse voir ce qu'il fait, comment il le fait, de quelle manière, avec ces bornes, donne un certain nombre d'informations aussi, en dehors simplement de la vitesse à laquelle on court, parce que ça, on a tous ce qu'il faut pour déjà le mesurer. Depuis longtemps. Ouais. Depuis longtemps, voilà. Donc voilà, très rapidement dit, quelques éléments de réflexion, mais c'est aussi, par exemple, depuis quelques années, plus largement, pas seulement à Marseille, mais plus largement, on le voit notamment à travers les grands rassemblements festifs et populaires, que sont les grandes courses à pied, que sont les triathlons ou les courses de vélo. Bien, aujourd'hui, les classements sont quasi instantanés grâce justement à tout ce volet d'intervention numérique, on va dire comme ça, et chacun ayant, lui, son propre résultat, mais ayant aussi l'ensemble des bases de données de tout le monde. Il y a quelques années, ça, c'était pas possible. Aujourd'hui, ça a été bien développé et de plus en plus. On a aussi des applications dans ce type de course que je trouve, on m'a présenté une application il y a très peu de temps sur un bracelet, application très intéressante, un bracelet qui récupère sur lequel on inscrit ces données en matière de santé. Et c'est intéressant parce que moi je fais par exemple des sports de montagne. Quand on est en montagne, on peut avoir un certain nombre de soucis, on va le dire comme ça, et être récupéré par les secours, donc à ce moment-là conscient ou inconscient, et on a sur ce bracelet l'ensemble des données. Ça évite d'aller chercher dans le portable, parce qu'encore faut-il le portable, eh bien le brancher, avoir du réseau, avoir tout ce qu'il faut, et donc là c'est instantané aussi. Donc voilà, toutes ces choses-là sont intéressantes et permettent à la fois de développer de la pratique sportive. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui courent avec le téléphone au bras, quoi. Il y a quelques années, ça ne se voyait pas. Moi qui suis issu de l'ancienne école de la course à pied, j'imaginais pas pouvoir courir avec un téléphone à la main ou au bras. Aujourd'hui, c'est naturel si on veut avoir quelques références par rapport à ses temps, à soi-même, à son état de forme, bref, à toutes ces choses-là. Alors justement, vous parlez du sport qui a évolué sur, on va dire, la pratique numérique. Dominique Crochu, vous vous êtes occupé du digital pour la Fédération française de football, mais finalement, il y a très longtemps, j'allais dire, par rapport au temps numérique tel qu'il est aujourd'hui. Oui, alors, pardon.
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ça s'appelle le numérique, le digital. Dans les années 2000, on appelait ça les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est dire qu'on a l'impression qu'on parle il y a 3 siècles. Déjà, en 15 ans, ça a tellement évolué. C'était un grand pari, en fait, aussi de convaincre tous les collègues, tous les services de se mettre à Internet, enfin là on dirait Internet, et ça a été de convaincre chaque secteur. Alors quand on parle aujourd'hui de la transformation numérique, c'est un petit clin d'œil parce qu'il me semble que c'était bien plus difficile il y a 15 ans, parce que c'était le début, il fallait installer le mail sur chaque ordinateur, on se rend plus compte, on oublie déjà ça, et alors qu'on en était au Minitel, à l'Audiotel, au papier, tout à coup on disait aux gens on va vous mettre quelque chose, vous allez pouvoir correspondre, les gens ne comprenaient pas du tout, donc ça c'était intéressant. Et si on fait le lien avec ce qui se passe 15 ans plus tard, c'est que le numérique, on parle souvent d'addiction, de passion, c'est vrai aussi pour le sport. Le sport est un monde émotionnel, parce qu'on vit beaucoup de passion à travers les événements sportifs. Et là, je recherchais, là, sachant que j'allais venir, et d'ailleurs, je tiens à remercier Carlos Moreno, au passage, de m'avoir invité. Je regardais quelques chiffres, là, si on repense à la Coupe du Monde il y a 2 ans au Brésil, si pour les gens qui tweetent, si je vous dis qu'il y a eu 674 millions de tweets pendant un mois, c'est complètement hallucinant. Donc on se rend compte que la passion du numérique, ça va aussi avec la passion du sport. Donc ça, c'est intéressant comme lien, ce qui va faire qu'on va peut-être consommer plus. Je ne sais pas si le mot est adapté, mais en tout cas, c'est de cet ordre-là. Et puis, parce qu'on parlait de l'Euro 2016, là aussi, il y a eu des chiffres très impressionnants. Sur l'Euro 2016, sur l'ensemble, 195 millions d'utilisateurs, pour 950 millions d'interactions. Alors, c'est des chiffres phénoménaux, mais c'est de rendre compte que... On a entendu beaucoup, d'ailleurs, je reviens sur des choses que j'ai entendues depuis 2 jours, on s'inquiète un peu, les citoyens, est-ce qu'ils vont comprendre mais c'est tout le contraire. Je pense qu'en France, les usagers, donc c'est l'usage qui fait aussi la force du débat, l'usage est très très bien perçu par les citoyens. Par contre, dans les entreprises, dans les instances politiques, les instances sportives, on a beaucoup de retard. Et je pense que les citoyens montrent aujourd'hui qu'ils ont envie d'avancer. Par contre, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on leur plaque un système. Voilà. Alors ça, ils veulent participer, puisque c'est l'essence même du numérique et du digital, c'est que c'est interactif. Donc je pense que ça, c'est une dimension extrêmement importante. Mais moi, je suis très optimiste sur les Français et les Françaises, j'ajoute, effectivement, parce qu'ils ont déjà acquis beaucoup d'usage de tous ces outils. Ça a été difficile de bousculer le monde footballistique ? Non, c'est une entreprise comme une autre, et dès que c'est nouveau, c'est difficile pour le changement. Alors peut-être la particularité en plus, c'est qu'on était au moment du Minitel, de l'Audiotel, et que tout à coup, et c'était surtout les années 2000, c'était ce qu'on a appelé la bulle Internet, donc les folies, les investissements. Je me souviens du groupe Vivendi qui avait créé un site vis-à-vis pour des millions de francs. Je me souviens de Multimania, Sportal, tous ces grands groupes, enfin, tout à coup, ont décidé d'investir, enfin, voulaient investir beaucoup d'argent, mais il n'y a pas beaucoup d'économies sur l'Internet au sens des sites Internet. Entre le modèle Minitel qui rapportait beaucoup d'argent, qui était un système fantastique, malheureusement on n'a pas su l'exporter. J'ai bien entendu ce matin Kevin Polizzi qui parlait qu'il fallait aller à l'international. Si l'idée du Minitel, du modèle économique, on avait su le vendre, c'était déjà une première approche d'interactivité, donc ça c'était intéressant. Donc je crois qu'il faut être très optimiste sur l'usage. Alors, l'usage, c'est ce que fait Harmonie Mutuelle. J'allais dire, un peu comme la Fédération française de football, vous êtes une entreprise, on va dire, traditionnelle, où vous êtes intéressé au numérique, notamment parce qu'il y a des applications clients et des retours d'expérience. Là, pareil, ça s'est fait comment ? Alors, peut-être une réponse en 2 temps, peut-être essayer de voir déjà juste une petite précision sur Harmonie, parce qu'on peut connaître Harmonie sous l'angle de la mutuelle. Donc une mutuelle qui fait la complémentaire santé, c'est la première mutuelle de France, là aujourd'hui il faut le rappeler, avec 4,5 millions de personnes protégées. Mais quand on parle d'une mutuelle qui fait la complémentaire santé, des fois on s'interroge, mais pourquoi elle s'intéresse à la santé connectée autant que ça ? On va en parler après derrière, parce que certains peuvent y après projeter des menaces d'assurance au comportement ou autre. Il y a des choses dans la presse actuellement sur ce sujet, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Nous on n'est pas du tout dans cette optique-là. Mais il faut voir Harmonie comme un ensemble aujourd'hui, comme un acteur global de santé, sans faire de la promotion. Pour Harmonie, c'est pour mieux comprendre ce qu'on va dire après. Harmonie, c'est aujourd'hui une très grande mutuelle
qui protège des particuliers, des entreprises, des grandes comme Total et des plus petites. Mais c'est également, et c'est moins connu, un ensemble de services et d'établissements de santé donc qui emploient en gros 8 à 10 000 salariés aujourd'hui. On a plus de 500 établissements, des pôles hospitaliers qui emploient 3 000 salariés, des très grosses cliniques. Et donc, ces établissements ont des besoins également aussi en santé connectée, j'en parlerai tout à l'heure. Et également, on a une partie qui est une autre entité d'Harmonie qui s'appelle Ressources Mutuelles Assistance, qui s'occupe d'assistance à domicile suite à une hospitalisation pour remettre les gens dans une vie normale au retour de l'hospitalisation. Donc, si on additionne ces 3 parties d'Harmonie, on est de fait un acteur global de santé, on occupe une position un peu unique en France sur ce sujet et qui nous permet d'approcher les choses d'une manière beaucoup plus globale et effectivement centrée sur les usages. Donc si vous le permettez juste, je donnerai quelques axes là, de recherche et on pourra parler peut-être d'exemples. Pour Harmonie, effectivement, au départ, il y a eu bien sûr des investissements dans le web, tout le monde a fait ça, des sites web, etc. Puis il faut continuer à en faire. Mais surtout à partir de 2013, ça paraît récent et on se dit tiens, pourquoi on n'a pas fait avant? Parce que je pense qu'il fallait que tout mûrisse avant. À partir de 2013, il y a eu la volonté d'aborder les choses de manière un peu plus structurée. Donc on a fait des choses très simplement, on a repris les missions fondamentales d'une mutuelle aujourd'hui. Très simplement, c'est de permettre l'accès aux soins financiers, pouvoir se payer des soins, géographiques aussi, quand il n'y a pas assez de soins. Disponibilité, le numérique, on ne le dit pas, induit de nouveaux comportements. On fait du 24/7 aussi aujourd'hui, et on ne comprend pas que ça ne marche pas sinon. Et également sur l'axe de l'accompagnement, et notamment on est des mutuelles, on est à portée sociale, la dimension sociale, des populations fragiles, et notamment fragilisées par l'isolement, et quand on se rajoute des problèmes de santé ou liés à l'âge, c'est encore plus important. Et le troisième domaine, très concret, c'est comment éviter que les personnes, comment faire pour qu'elles restent en forme le plus longtemps possible ou qu'elles retrouvent la forme, ce qu'on appelle être davantage acteur de sa santé. Et donc on se dit dans le fond autour de ces 3 axes qui sont très simples, accès aux soins, accompagnement, être acteur de sa santé, on essaie de voir en quoi les technologies de l'information et de la communication apportent des nouvelles réponses ou améliorent des solutions. Donc je vais vous donner des exemples très concrets après. Et pour travailler dans ce domaine, donc une fois que c'est plus clair dans la tête des gens, ça permet de mieux orienter les travaux, les recherches, les partenariats qu'on peut faire. Donc pour exemple, aujourd'hui, on peut travailler avec des grands partenaires comme Orange. On a mis en place un fonds d'innovation, on met des équipes en commun qui travaillent aujourd'hui sur des sujets très très profonds dans le domaine de la e-santé. De quel genre par exemple? Alors exemple, là on travaille actuellement sur... Elle a une détermination, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, de nouveaux domaines d'activité e-santé qui pourraient être portés conjointement, c'est important ce que je veux dire, par Orange et par Harmonie Mutuelle. Donc à portée nationale, voire peut-être internationale demain. Donc on est en train de travailler sur ces nouveaux services qui pourraient être déployés. Mais on travaille également avec des start-up. Donc il y en a qui sont incubés par Orange, mais également d'autres start-up. Et notamment, je fais un petit message pour la région sud-est et Marseille notamment, parce qu'il y a beaucoup de start-up extrêmement dynamiques. Et comme on est organisé en région, dans les 6 régions, on essaie de refaire des contacts de plus en plus avec les start-up régionales, pour aussi avancer avec elles sur ces projets-là, à partir du moment où ça répond à ces 3 fameux axes, accès aux soins, accompagnement, être acteur de sa santé. Et là, on se penche sur toutes les solutions qui peuvent être développées. Donc il y aura sûrement des contacts à prendre. Il y en a plein à Marseille. Ah ben oui, c'est ce que j'ai vu et c'est très important. Donc on a notre directeur du développement qui remettra un prix tout à l'heure, donc il faudra le contacter et il fera la relation avec nous après. Et également, ce que je veux dire, on peut investir aussi dans des structures comme la Cité de l'Objet Connecté. C'est une cité, alors elle n'est pas à Marseille, là. Elle est à Angers et qui est centrée sur de l'objet connecté. C'est un accélérateur industriel, donc ça nous permet de nous acculturer aussi à tous ces nouveaux sujets. Et je vais juste conclure en disant... Nous, quand même, on place, c'est pas pour faire des grands mots, mais on est des mutuelles. Nous, on cherche des services et des activités avec une vraie utilité sociale, mais il y a une valeur économique aussi. Donc, on essaie de trouver la médiane pour que ce soit le plus pérenne possible. Et nous, vraiment, on remet la technologie au service de l'humain. On est quand même dans des domaines sensibles, c'est la santé. On parle de sport, c'est quand même la santé des personnes. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est avancer dans tous les projets qu'on mène aujourd'hui. Ce qu'on oublie très souvent, avec les principaux concernés, les utilisateurs, les patients, ceux qui peuvent avoir des problèmes. Et ceux qu'on oublie aussi trop souvent dedans, les médecins généralistes qui sont sur le terrain tout le temps. Et donc, c'est pas faire contre, en dehors, en parallèle, c'est faire avec eux et faire le mieux possible pour que ça s'inscrive au mieux dans leur pratique. On pourra parler d'exemples après si vous le souhaitez. Oui, justement, c'était ma question. C'est tout ce que vous mettez en place, ça donne quoi exactement? Quel retour d'expérience vous avez? Parce que c'est bien de dire, oui. c'est le thème de la table ronde précédente, c'est bien de dire qu'on fait des choses, mais qu'est-ce que ça donne?
Alors, en vrai? On peut peut-être parler de 2-3 exemples. Après, je ne vais pas monopoliser la parole aussi, mais 2-3 exemples concrets. Vous pourrez aller voir sur le web, là, directement sur vos smartphones. Donc, on a lancé. Alors, notre façon de faire, c'est de poser des briques. Beaucoup font comme ça aujourd'hui. Ça me paraît très bien, mieux peut-être, plus concret. On pose des premières briques, des activités qu'on lance, et on apprend en avançant. Donc, la première brique qu'on a posée, on a créé un guide d'évaluation des objets connectés. Ça me paraissait très important. Vous irez voir sur votre smartphone, c'est guidesantéconnecté.fr, tout ouvert à tous. Et ce guide, aujourd'hui, qui commence à faire référence à tout niveau, c'est le premier guide en France qui évalue de manière, on va dire, multicritère des objets connectés. Parce qu'on en parle beaucoup des objets connectés, mais il y a tout et rien dedans. Il y en a énormément, et il y a de tout, et des choses très bien aussi, des choses pas terribles. Donc notre job, il était quand même là d'informer le grand public de ce qu'on pouvait faire avec ces objets connectés dans le domaine du bien-être, dans le domaine du sport notamment, ou du bien-être, ou de la reprise d'activité, mais également les objets connectés à usage médical. Il ne faut pas les oublier. Il y a des tensiomètres connectés aujourd'hui, des glucomètres connectés. Demain, peut-être pour les asthmatiques, il y aura des débitmètres de pointe connectés, etc. Donc ça offre plein d'avantages par rapport à ce qui existait avant. Mais ce qu'on a vu, c'est que très souvent, ces objets, même qui pouvaient être en dispositif médical, n'étaient pas évalués par des organismes extérieurs. Donc ce qu'on fait, on s'est appuyé sur des praticiens hospitaliers d'un CHU. Alors je suis désolé, qui n'est pas à Marseille, mais il y en aura peut-être bientôt, là, qui est dans le sud. Mais je vais donner un exemple après, peut-être avec Marseille, qui est au moins dans le sud, qui est à Toulouse. Et donc c'est un praticien hospitalier qui est également chercheur à l'INSERM, qui s'appuie sur une fédération de l'Association française de cardiologie qui permet d'évaluer de manière avec des protocoles établis les fameux objets connectés qui sont vendus aujourd'hui, et on compare les mesures qui sont faites avec les instruments qui sont à l'hôpital qui font les mesures en stable. Donc ça nous permet de voir les écarts qu'il y a dans les mesures, et je peux déjà vous le dire, on a vu des écarts, et on les a mis on informe le grand public sur le site, c'était un glucomètre connecté, je me rappelle, qui ne donnait pas des mesures fiables. C'est un tout petit peu embêtant quand même, ça devient embêtant. Donc pareil aussi pour d'autres trackers d'activité, donc ça permet de bien voir ceux qui sont fiables ou moins fiables, et également on en parlait beaucoup, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur les données. On a fait travailler des juristes. Maintenant, on a une grille de lecture qui facilite les choses. Comme très souvent, un objet connecté, comme vous le savez, il est lié à une application. Personne ne lit les conditions générales liées à une application. Bon, si c'est pour un jeu, pourquoi pas. Mais quand c'est dans le domaine de la santé, quand même, d'un glucomètre ou de son activité, ça donne des indications. On se dit que c'est peut-être un peu plus gênant. Donc, on épluche les conditions générales. On fait des très belles surprises au passage, parce que personne ne va les lire. Personne n'a lu la condition qu'il y a qu'on a téléchargée. Et une fois même qu'on voudrait les lire, et tout le monde fait tout pour décourager les personnes. Qui va jusqu'au bout de le lire? C'est en anglais le plus souvent, on ne comprend strictement rien. Et donc ça nous permet d'évaluer le niveau de protection et d'utilisation clairement qui est décrite, qui serait faite de ces données. Donc voilà 2 exemples d'évaluation multicritères qui nous paraissent être importantes à donner au grand public. C'est très concret. Et ça nous permet deuxièmement, un truc très concret pour nos adhérents, les objets les mieux évalués, on les met en vente sur une plateforme de e-commerce, mais on ne met en vente que ce qui est le mieux évalué. Le reste figure, si les gens veulent les acheter absolument, ils les achètent, c'est leur affaire, mais on va plutôt nous vendre ceux qui sont le mieux évalués. Donc c'est un premier exemple de notre engagement là, dans le domaine de la santé connectée. Et le deuxième qu'on peut citer, c'est alors là on travaille avec une start-up qui s'appelle Betterize, vous pouvez aller voir sur le web si vous voulez, BETERISE, qui est une plateforme numérique qui permet de faire du coaching santé. Donc au quotidien, on est accompagné, ça donne des conseils santé personnalisés, et également ça donne accès à une trentaine de programmes. C'est le programme, c'est pas pour faire Cocorico, qui offre le plus de programmes différents aujourd'hui, stress, sommeil, activités sportives, etc., etc. C'est des programmes qui permettent de s'adapter à chacun, de suivre l'évolution de chaque personne. Aujourd'hui, on a lancé cette plateforme, elle a été développée à grande échelle. On a été le premier opérateur à le développer à aussi grande échelle. En septembre 2015, on l'a ouvert à l'ensemble de nos adhérents. Donc nos 4,5 millions d'adhérents en bénéficient potentiellement, s'ils le souhaitent. Et aujourd'hui, on est les seuls à faire à aussi grande échelle. Si vous allez si vous voulez l'apprendre dans le commerce, vous verrez le prix que ça a par mois. Nous, c'est inclus directement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à avoir des retours d'expérience très intéressants sur ce sujet. On a près de 20 000 utilisateurs aujourd'hui. Alors certains disent, ouais, sur 4 millions de personnes, c'est pas beaucoup. Mais en plus, on ne peut pas obliger les gens d'aller sur ce type de coaching. C'est là où on apprend beaucoup. Et donc, ça oblige à recommuniquer via du numérique ou via des moyens adaptés pour que les gens viennent sur ce type de solution. Et aujourd'hui, on a une base d'expérience très intéressante, et comme c'est du numérique, on peut évoluer après. Cette base de 20 000 utilisateurs, on est en train de préparer la nouvelle évolution
de cette solution qui sera encore plus personnalisée, qui s'adaptera au comportement encore plus finement de chacun. Par exemple, pour des gens très sportifs, eh ben, ils peuvent avoir besoin d'autres solutions qu'ils trouvent ailleurs aujourd'hui, qu'on mettra à disposition dans ce type de plateforme. Donc c'est pour donner quelques exemples d'applications aujourd'hui qui sont lancées. On pourra en donner d'autres si vous voulez tout à l'heure. Vous parliez des startups, c'est vrai que c'est pas M. Miron qui dira le contraire, c'est qu'ici, surtout sur ce qui est e-santé notamment, il y a beaucoup de choses qui se font. Je vous ai parlé du technosport tout à l'heure, si vous pourriez en dire quelques mots. Dans les exemples, par exemple, on en a 3, et dont un, le technosport. Je suis aussi président de la commission de sport bien-être au conseil régional, et donc, par exemple, une application sur les smart, dans les stations de ski, pour à la fois savoir où on est, comprendre l'histoire du coin, savoir pourquoi ça s'appelle de telle et telle manière, tel ou tel sommet. Donc un certain nombre de stations de ski qui, pour utiliser aussi là où il y a le moins de monde, là où il y a le plus de monde, bref, pour connaître en temps réel ce qui se passe sur le domaine skiable. C'est des choses qui sont développées dans les stations de ski des Alpes du Sud, et notamment par exemple Serre Chevalier ou Montgenèvre. À côté, une autre application plus directe, on a aujourd'hui, quand on fait du vélo, donc du vélo de route, VTT aussi, mais on a des compteurs, on va le dire comme ça, qui sont des compteurs connectés, qui permettent de récupérer de la fréquence cardiaque, du dénivelé, également aussi les écarts qu'il peut y avoir sur telle ou telle partie du trajet, la fréquence du tour de pédale, et également aussi la vitesse à laquelle on va, la vitesse moyenne sur un temps donné, et en séance de fractionner, de donner aussi la force et la puissance qu'on développe en kilowatts, par exemple. Et troisième volet, donc le technosport. Le technosport, alors là on est plutôt dans quelque chose de big, hein, on va dire comme ça. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller à Lumini. Donc le technosport, c'est quoi? Ça part d'un constat, la fac des sports entre autres, hein, à Lumini, se dit on a un certain nombre de partenariats qu'on va pouvoir développer à travers une structure qui nous sera propre. Donc il y a là ce qu'on peut voir, c'est-à-dire un gymnase, d'une manière apparemment classique, un mur d'escalade, une piste d'élan, bref, un certain nombre d'ateliers sportifs. Puis il y a aussi en amont, en back-office, un certain nombre de labos qui accueillent à la fois des chercheurs, mais aussi à travers un certain nombre d'outils, qui accueillent également aussi des contrats de recherche pour un certain nombre d'entreprises, les plus connues étant les équipementiers sportifs divers et variés. Et on voit là que, à travers toutes ces connexions diverses et variées, puisque le gymnase n'est pas qu'un simple gymnase, c'est aussi un gymnase connecté de différentes manières, à travers le sol, à travers des caméras, à travers des capteurs de partout. Donc, mesure l'intensité de l'effort, mesure le geste, pour qu'il y ait le bon geste, mesure aussi bien la performance de tel ou tel, et comment développer encore plus de la performance, puisque là on est dans l'excellence. Et donc c'est intéressant d'avoir le geste le meilleur. Un autre exemple auquel j'ai assisté, améliorer les semelles des chaussures et la manière de poser le pied. Donc quand on fait de la course à pied, c'est important. Et donc là aussi, il y a des labos qui s'intéressent à cet aspect-là des choses. Et quand vous rentrez dans ce labo, il y a un type qui court sur un tapis, ou une femme d'ailleurs, hein, qui court sur un tapis avec des capteurs de partout. Et donc il y a à côté quelqu'un d'autre avec un ordinateur qui récupère toutes ces données et qui les traite. Et donc là voilà un des facilitateur, et on s'aperçoit aujourd'hui, pour ce qui est de la course à pied par exemple, la course à pied il y a 25 ans, quand la course sur route a démarré, on courait avec des chaussures pas très adaptées. Ensuite, il y a eu des chaussures adaptées, mais de lourd gabarit, on va le dire comme ça. Aujourd'hui, les chaussures sont de plus en plus légères. Les densités de semelles sont de plus en plus importantes et absorbent de plus en plus la contrainte et donc le choc. Et ce qui fait qu'on a moins de blessures. Et tout ça, on l'a grâce à quoi? Grâce à des labos de recherche où il y a des outils connectés, notamment à Lumini. Mais je suis sûr qu'Harmonie Mutuelle, avec tout ce qu'il fait ailleurs, va venir par faire des choses à Marseille. Il y a un appel est lancé. Pour revenir au football, il y a ce qui s'est passé il y a 15 ans et qu'on a évoqué. Il se passe quoi aujourd'hui? Alors, je voulais juste ajouter pour Harmonie Mutuelle, en particulier pour monsieur, on n'a pas évoqué la loi pour la modernisation de la santé.
qui est maintenant le sport sur ordonnance, c'est-à-dire qu'on a remarqué pour des maladies importantes, ou pas d'ailleurs, mais en fait on a remarqué que le sport apportait un bien-être et aussi une amélioration des performances de santé. Donc ça aussi c'est important, je trouve, pour de tout l'environnement dont on parle. Alors là, on ne parle pas de connexion pour le coup, mais on parle simplement d'une amélioration du bien-être. Et je pense que ça, c'était une grande loi pour moi qui était très forte, que le sport soit devenu un outil d'amélioration de la santé. Donc je pense que ça, au niveau des citoyens et des citoyennes, c'est important. Alors, pour en revenir au numérique et au sport plus précisément, on peut détecter deux choses plus particulières. C'est que, bon, avant, on allait au stade ou dans les arénas, dans les gymnases, et donc on regardait un match, on repartait, on regardait un événement sportif ou de l'athlétisme. Et ce qui change beaucoup avec l'arrivée de ce numérique et du digital, c'est les services nouveaux. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours sur l'usage qu'on voit. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des startups qui ont trouvé en fait des idées en disant « Bon, moi je vais au stade, là par exemple, et je voudrais bien revoir le ralenti. » Alors je ne parle pas de la télévision, hein, je parle de nouveaux services, de nouvelles approches. J'aurais bien, voilà, je n'ai pas bien vu le but, et alors je ne le revois pas, parce que dans les stades, on ne rediffuse pas certaines actions. Et par exemple, je pense à la start-up Vogo Sport qui veut améliorer l'expérience stade. C'est-à-dire qu'il serait prêt à repasser des bouts de matchs qui viennent de s'écouler qu'on n'a pas bien vus. Donc ça, c'est quand même une révolution. Il y a d'autres approches pratiques. Je pense à une autre start-up, DigiFood. On sait très bien quand on va dans un événement sportif, le principal, c'est quand on veut aller boire quelque chose ou manger, il y a toujours 50 personnes qui attendent, donc c'est une horreur. Donc il y a de la perte, je dirais, de bénéfices pour l'organisateur. Et surtout, finalement, le spectateur se décourage parce qu'il n'y arrive pas. Et donc il y a une start-up qui s'appelle DigiFood qui s'est dit, ben voilà, moi je vais enregistrer en fait avant la commande du client et je vais lui porter à sa place. Donc c'est assez révolutionnaire parce qu'on n'imaginait pas effectivement. Donc ça désengorge, on va dire, les buvettes, mais surtout ça rend un service. Il faut toujours penser l'usage et service. Pour moi, si on n'a pas cette notion-là, on ne peut pas réussir. Voilà. Alors ça c'est dans le stade. C'est une approche. Je dirais que c'est le sport qui se regarde, parce qu'on le regarde soit à la télévision, soit dans le stade, dans les arénas. Et ce qui est intéressant, et parce que pourquoi je parlais aussi tout à l'heure des chiffres faramineux que véhicule sur le digital le sport, c'est parce qu'en fait, quand on est chez nous maintenant, et je le vois parce que je le fais, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, c'est on regarde à la télévision, on tweet en même temps, on regarde éventuellement sur l'iPad s'il n'y a pas autre chose, il n'y a pas Facebook. Donc ça devient aussi une interactivité permanente. Ça, c'est intéressant aussi. J'ai parlé de la passion et on se dit, oui, j'ai envie de partager, il y a eu un but marqué, j'ai envie. Voilà. Ça aussi, c'est une nouvelle façon de consommer le sport, de le vivre en tout cas. Sur ces aventures-là, on voit aussi que dans le sport qui se pratique, on l'a évoqué, il y a les inscriptions en ligne. Maintenant, on a aussi beaucoup d'organisateurs privés, sur, par exemple, ce qui est le running ou d'autres organisations. Il y a le crowdfunding, alors qui, dans le sport, c'est quelque chose de très fort, qui aide des projets à se développer. Donc on voit que le numérique se marie très bien avec le sport. Moi, je trouve que c'est deux univers qui étaient faits pour se rencontrer. Alors, aujourd'hui, j'en parlais avant d'arriver devant vous, je disais, bon, alors dans le sport, il n'y a pas beaucoup de femmes, et dans le numérique ou le digital, non plus. Alors là aussi, il faut encourager les initiatives, et je pense à une initiative qui a été développée par 2 incubateurs à Paris, à la fois le Tremplin, qui est l'incubateur sport, Paris Pionnière, qui est un incubateur où la femme doit... On les a à Marseille. Pardon ? On les a à Marseille. Non, vous avez Pionnière, oui, mais pas Paris Pionnière. C'est pas pareil. Ah, attention. C'est la même déclinaison. Non, pas tout à fait. Et donc, quand on s'est rendu compte de ça, parce que la première promotion sport du Tremplin, c'était 100% d'hommes. Et là, j'avais effectivement vu cette photo qui me faisait quand même un petit peu mal. C'est le moment de le dire. Et donc, on avait échangé avec les organisateurs, les incubateurs. Et il y a eu
la mairie de Paris et les incubateurs ont décidé de faire un programme de pré-incubation pour des femmes qui ont des projets de sport, donc digital sport, mais qui n'étaient pas forcément prêtes à rentrer vraiment dans l'incubateur. Donc elles auraient été, les candidatures n'auraient pas été prises. Donc là, moi je suis ambassadrice de ce programme où en fait on accompagne en fait ces projets qui sont vraiment très intéressants, dont Sarah Oramung, médaille d'argent. Depuis l'été, mais ça, avant, on l'accompagnait déjà. Donc voilà, c'est intéressant de voir des initiatives qui tendent à donner la chance aux femmes, alors que ce soit dans le sport ou dans le numérique, il y a beaucoup à faire. Et je disais, monsieur responsable des sports Monsieur Miron. Voilà, merci. Que ce qui est encore bien plus difficile, c'est de rentrer dans la gouvernance du sport. Alors, il y a des lois qui obligent maintenant une participation des femmes, mais c'est pas l'esprit, au fond, c'est pas ça. C'est qu'on voudrait qu'il y ait toujours une participation des femmes. Et je sais que depuis 4 ans, par exemple, je sais que depuis que Carlos Moreno organise des grandes messes comme ça sur la cité, je sais aussi que c'est toujours aussi une mixité. Et je pense on est ensemble plus forts et on a besoin de l'aide des hommes pour amener ce projet de vie commun. Et aussi, dans mon projet, dans mon engagement, il y a aussi les gens de la diversité. Le sport est le plus grand intégrateur au sens du terrain. C'est-à-dire on est sur un terrain, on est dans un gymnase. Il y a évidemment, dans tout club, aujourd'hui, on peut faire tous les sports, qu'on soit homme ou femme, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau. Je le dis parce qu'il faut dire les mots. Et tout à coup, quand on regarde les dirigeants, quand on regarde la gouvernance du sport, toutes les fédérations, toutes les ligues régionales, tous les comités départementaux, c'est, 98% d'hommes blancs. On les aime. Mais s'il pouvait y avoir un peu plus de représentativité des licenciés, de la vraie force du sport, parce que la force du sport, ça, ce serait intéressant. Oui, il faut ubériser la gouvernance sportive. Alors, ubériser le sport français et la gouvernance, ça, c'est un rêve. Alors, je signale qu'on devait avoir Denis Jacquet, qui est président de l'Observatoire de l'ubérisation, qui devait être avec nous et qui, pour des petits problèmes de santé, n'a pas pu se déplacer. Une question pour vous trois dans vos domaines respectifs. Jusqu'où le numérique peut pousser en santé, en sport, n'importe où? Jusqu'où, on n'en sait rien, parce que justement, c'est tout l'intérêt de demain. On n'aurait pas imaginé, il y a 20 ans, alors je vais prendre un autre exemple qui n'est pas sportif, mais d'aller à la gare avec son téléphone pour monter dans un TGV. On avait obligatoirement, on allait à l'agence de voyage, récupérer son billet, et ensuite on le portait avec nous et on le donnait à l'entrée. Donc c'était ce schéma-là. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce schéma-là. Mais pareil au niveau du sport. On s'aperçoit que, quelques exemples qui ont été donnés par chacun d'entre nous, on s'aperçoit que le sport, il n'y a pas non plus, c'est nos limites, quoi. J'ai envie de dire, c'est un record qui est fait pour être battu lui aussi, quoi. Voilà. Et donc on lui mettra la médaille d'or en haut, quoi. On pourrait peut-être dire aussi de manière globale, plus précise, tout ce qui est santé connectée, tout le monde s'accorde à le dire aujourd'hui, ça offre des voies incroyables là pour demain, pour un meilleur suivi des soins, un meilleur accès aux soins, rendre les personnes davantage acteurs de leur santé au sens large du terme. Là, je pense qu'il y a un quasi-consensus sur ce sujet-là. Il reste après la protection des données aussi, on va en parler. Je voulais dire un petit mot sur le sujet, j'étais tout à fait d'accord avec l'intervenante de tout à l'heure, qui disait que ça part de la personne, de l'utilisateur aussi, c'est elle qui va décider de ce qu'elle veut faire de ces données ou pas, pour son bien ou pour le bien de la collectivité. Après, peut-être un petit sujet pour faire le lien plus précis avec le sport. Nous, par exemple, comme d'autres, on s'intéresse beaucoup à ce qui est éducation thérapeutique, donc je vais donner des petits exemples concrets. Par exemple, il y a des études qui montrent qu'en gros, il y a quand même plus de 10 millions de personnes qui ont des maladies chroniques en France, et qu'il y a seulement quelques pourcents qui ont réellement accès à des ateliers d'éducation thérapeutique. Pas parce que ça n'existe pas, mais c'est parce que les gens ont du mal à se déplacer physiquement pour aller dans ces ateliers qui peuvent être un peu plus loin, etc. Il y a les temps de déplacement, il y a les problèmes après liés au travail ou autre. Et là, le numérique peut permettre d'offrir de nouvelles possibilités d'éducation thérapeutique. Ça nous paraît extrêmement important. Et on pense avec des nouvelles approches, donc on appelle, entre guillemets, un peu hybride. C'est-à-dire que la techno, elle ne fait pas tout. Il y aura toujours un mélange de technologies, peut-être de plateformes avec des médecins au bout du fil aussi, ou des infirmières, de la présence physique aussi pour faire du lien. Mais le numérique va jouer un rôle très important dedans. De plus en plus, nous, en tout cas, on y travaille activement.
Et je voulais dire aussi, c'est ce qu'on remarque dans le domaine, et là c'est parce qu'on est une mutuelle, peut-être qu'on arrive à faire ça, c'est que très souvent il y a des idées géniales partout, mais que des fois les personnes ont du mal à se mettre ensemble pour travailler sur un sujet. Donc pour exemple concret sur l'éducation thérapeutique par exemple, là nous on commence à faire travailler par exemple des porteurs de projets qui sont des pharmaciens, qui ont plein d'idées. Les pharmacies auront un rôle très important à jouer demain dans tous ces sujets-là. Et très souvent, alors certains ont fait des projets, mais ils l'ont fait un peu vu que par des pharmaciens. Des praticiens hospitaliers sont très concernés, feront des projets vus sous l'angle praticien hospitalier. Des médecins généralistes aussi. On commence à mettre tout le monde ensemble. Et effectivement, ce qu'il en ressort, ça peut être extrêmement intéressant et tout le monde s'y retrouve. Et je pense, en revenant sur le sport, et là, il y a vraiment des choses très importantes à voir dedans, c'est la reprise de l'activité physique ou faire une activité physique quand on a une maladie chronique. Il y a de la sécurisation à avoir par rapport à tout ça. Le médecin ne peut pas être derrière la personne qui recourt après. Il va lui dire que c'est bon pour sa santé de refaire un peu d'exercice ou autre, d'y aller progressivement. Et aujourd'hui, il y a des moyens, vous irez voir sur le web, il y a des choses qui s'appellent BIA Training ou autres, etc. Il y a des solutions qui se développent en numérique qui permettent d'avoir vraiment un suivi plus fin de la reprise d'activité physique. Ces solutions servent à améliorer des performances de sportifs, mais on peut les utiliser aussi dans le cadre des maladies chroniques, donc c'est plein d'espoir. Très bien. Le mot de la fin pour une femme. Alors, je voulais juste compléter pour les données, parce que je pense que c'est un sujet dont on parle beaucoup et les gens ne le connaissent pas forcément. C'est vrai qu'il y a de la part du public, on va dire en général, par rapport, je dirais, aux mutuelles ou aux assureurs, une méfiance terrible du public. Mais étrangement, et je le dis parce que je suis à l'aise aussi, on n'a pas peur de laisser nos données sur Google, sur Facebook, sur Twitter. Et dès que c'est les assurances et les mutuelles, on est plus un petit peu en retrait. Donc je pense aussi, là, il va falloir convaincre et l'usage. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de droit d'utilisation de les données. Donc, mais ça, par contre, les gens sont méfiants de ça. On se méfie plus d'un assureur ou d'une mutuelle que ce qu'on appelle les GAFA, etc. Je voulais dire aussi, donc, dans le sport, que la French Tech avait rejoint aussi, était dans les thématiques désignées... les Sportech, voilà, donc ça aussi, il faut le dire, c'est que Marseille est aussi un point, apporte son expertise au niveau du sport, et j'ai hâte de voir, j'espère bientôt, des beaux projets à la French Tech de Marseille, d'ex-Marseille, que j'irai voir sans nul doute. Voilà. Très bien. Merci à tous.